Je vous remercie d'être présent pour cette deuxième conférence Terre Vivante dans le cadre de ce 27e Festival de l'Avenir au Naturel, qui va être cette fois, après les peintures écologiques ce matin, consacré au vélo. Le vélo, où, voilà, ça décolle enfin quand même en France. Il y a des aides de l'État, mais qui sont destinées à des gens qui ont vraiment des tout petits moyens et qui, c'est pas, on peut pas appeler ça un grand plan vélo quand même. Il manque d'ambition. Mais Priscilla Parard va nous aider à le considérer comme un moyen de transport à part entière et non pas juste un additif ou un pis-aller. C'est vraiment une alternative crédible, très intéressante. Priscilla est consultante et formatrice en santé et environnement. Elle travaille notamment pour un cabinet de conseil à Lyon qui audite les politiques publiques en matière de santé publique. Elle a une longue expérience de cycliste. Et elle travaille notamment sur les questions de transition écologique, dont la mobilité. Et elle pratique elle-même le vélo-taf et le cyclotourisme. Et elle est donc l'autrice de Réenchantons le vélo, un livre qui est publié aux éditions Terre Vivante, déjà en 2021. Et je vais lui laisser la parole pour développer son argumentaire. Merci. Puis ensuite, quand elle aura fini de parler, on aura une petite vingtaine de minutes de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à mettre de côté des petites questions que vous pourriez avoir envie de lui poser à l'issue de sa conférence. Merci. Donc oui, bonjour à tous. Donc je suis Priscilla et donc l'idée c'était de parler de réenchanter le vélo. Effectivement, ce que disait Marie, considérer le vélo comme un mode de transport à part entière. Donc l'idée c'est que la conférence elle soit aussi assez conviviale et j'aime bien cette phrase de Matisse qui dit l'art devrait être comme un bon fauteuil dans lequel se reposer de la fatigue physique, et je reprends cette citation que Emmanuel Mouret, le cinéaste, cite parfois en disant que lui il fait des films fauteuil ou des films canapé. Alors on va essayer de faire une conférence un peu canapé qui soit agréable. Alors j'ai mis pas mal de visuels et du coup n'hésitez pas à me poser des questions. J'ai fait un petit quiz dans cette présentation. Voilà, il faut que ce soit assez vivant et effectivement comme le disait Marie, il y aura 20 minutes de questions. Sinon j'ai aussi parfois tendance à parler vite, donc ça il faut me le dire aussi, me le signaler. Et voilà, donc on va rester ensemble à peu près 1 heure de conférence avec 20 minutes de questions après. Donc on va travailler du coup sur les représentations du vélo et des imaginaires. Donc pour commencer, je voulais un petit peu solliciter vos imaginaires. Et donc avec 2 citations. Donc vous allez me dire, la première, c'est une citation qui est issue d'un livre, mais aussi d'un film. Donc je vous la cite. Alors c'est: le vélo vert attendait, prête à l'emmener là où elle voulait aller. Vadja regarda loin devant elle. Elle ne distinguait pas encore clairement, mais elle savait qu'il était là. L'avenir lui appartenait. Donc est-ce que ça vous évoque? Est-ce que... Bon, le livre est peut-être pas très connu. Il s'appelle Vadja et le vélo vert. Et l'autrice c'est Haïfa Al-Mansour. C'est une cinéaste d'Arabie Saoudite et qui a fait ce très joli film Le vélo vert, où c'est une jeune fille, Vadja, qui rêve d'avoir un vélo dans un pays où jusqu'en 2012, la date du film, les femmes n'avaient pas le droit de faire du vélo. Donc il faut savoir, depuis 2013 en Arabie Saoudite, elles ont le droit, mais seulement sur des pratiques de loisirs et accompagnées par des hommes. Donc voilà, on va aussi parler des femmes dans la conférence. Et voilà, c'était aussi pour présenter ce vélo comme... un symbole de liberté qui est très émancipateur pour le genre humain dans son ensemble. Et la deuxième citation, alors c'est: il vous faut que je vous parle de mon grand amour, la 2 roues. Je locomotionne la ville avec elle au quotidien, déroule et déboule le grand ruban gris, près de tout, loin de rien. Elle m'emporte et me rapporte où je veux, quand je veux. Non, ça ne vous dit pas. Donc je vous invite après la conférence à aller voir, c'est Jacques Gamblin, le comédien qui est aussi un grand amoureux du vélo et un grand ambassadeur. Et c'était un très beau texte que vous pouvez voir sur Internet qui est issu du Parlement des écrivains à Nantes. De mémoire, je crois que c'est en 2015, enfin vous trouverez ça sur Internet, et c'est une déclaration d'amour et une ode au vélo. Et ce qui est très chouette, c'est qu'il reprend toutes les a priori sur faire du vélo quand il pleut, faire du vélo quand il fait froid, etc. Et c'est très très beau, donc je vous encourage à aller voir ce texte.
Donc voilà, on va reprendre rapidement un peu la place du biclou dans un peu l'histoire des mobilités très rapidement. Je ne suis pas historienne, mais l'idée c'était de brosser un petit peu, un peu une histoire du vélo. Après, de regarder les enjeux du vélo au quotidien, parce que on ne parlera pas trop de cyclotourisme. Après, on peut en parler dans les 20 minutes après, si vous le souhaitez. Et après, de regarder comment lever les freins collectivement, individuellement. Alors aussi, quand j'emploie le terme vélo, bicyclette, biclou, c'est un petit peu la même chose. Dans la littérature, en fait, il y a cette jolie phrase de Samuel Beckett dans Molloy en 1951 qui dit « Chère bicyclette, je ne t'appellerai pas vélo ». Parce qu'à un moment, et Philippe Delerme aussi, dans La gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, qui dit ceci. Je regarde mes notes. Une silhouette alors, c'est le contraire du vélo, la bicyclette. Une silhouette profilée, mot fluo, dévale à 70 à l'heure, c'est du vélo. Deux lycéennes côte à côte traversent un pont à Bruges, c'est de la bicyclette. Donc l'idée, c'était de se dire que la bicyclette était un art de vivre, était plutôt le déplacement du quotidien, et le vélo était plutôt l'aspect sportif. Mais ici, dans la conférence, j'emploierai les termes de manière très indéterminée les uns des autres, parce qu'aujourd'hui, je crois que cette nuance n'a plus vraiment cours. Voilà. Pour qu'on sache de quoi on parle ensemble. Donc juste bref rappel pour dire que la bicyclette, vraiment, on peut dire que ça a commencé en 1817 avec la Drésienne, donc en Allemagne. Alors aujourd'hui, ce qui est rigolo, c'est que la Drésienne, on l'utilise pour les enfants. Et pour les adultes aussi qui apprennent le vélo, il y a un passage avec la Drésienne parce que ça permet de favoriser l'équilibre. Et qu'en fait, vous voyez, elle a évolué. Et on peut dire qu'à partir de 1880, enfin voilà, fin 19e siècle, on peut retenir que la bicyclette de sécurité, puisqu'en fait, il y a des pédales, des freins, une transmission par chaîne, deux roues, etc. C'est un peu l'ancêtre de notre biclou actuel, même si voilà, c'est pas stricto sensu les mêmes vélos qu'on a aujourd'hui, mais c'est ce qui a permis vraiment de développer son usage, d'émanciper les femmes, que beaucoup d'ouvriers ont utilisé ce type de vélo. Ça a été vraiment le début de l'essor du vélo et aussi son industrialisation, parce qu'il faut savoir que même en France, il y a une industrialisation après l'Angleterre assez forte, notamment à Saint-Étienne. D'ailleurs, je vous encourage à aller visiter le musée... je ne sais plus comment il s'appelle, enfin le musée principal de Saint-Étienne, qui a la première collection française de cycles, peut-être même au monde en fait, puisqu'il y a toute une histoire du cycle à Saint-Étienne. Et donc il y a eu très tôt une filière vélo. Voilà, on construisait des vélos. Avant, c'était des artisans quadrillés qui faisaient des cadres, donc c'était plutôt du sur-mesure. Mais après, voilà, l'expansion de la bicyclette en Europe, c'est fin 19e siècle. Et aujourd'hui, on a pas mal de vélos. Donc, est-ce que ça vous parle, cette image ? Oui, Jacques Tati. Donc en fait, c'était une photo qui était dans la très jolie exposition du Fonds Glénat cet hiver et que vous retrouvez dans un ouvrage sur le vélo. C'est Jacques Tati donc, en 1949, donc, quand il tournait le film Jour de fête, on en reparlera. Et donc c'est assez émouvant pour ceux qui connaissent le film. Mais l'idée, c'est de montrer qu'un vélo, c'est tout simple, en fait. C'est ce qu'on appelle du low-tech aujourd'hui. Donc du coup, c'est facile à réparer. On peut faire un vélo de seconde main. Donc c'est vraiment quelque chose, on verra, de super résilient. Et voilà. Et là, voilà. Est-ce que j'ai glissé des photographies connues, enfin une seule, une photo de Douaneau. Après, quelques photos de films et d'autres photos. C'était l'idée pour brosser les différents types de vélos, sachant que l'économiste Frédéric Errand, économiste notamment des transports et du vélo, lui considère que ce qu'on appelle le vélo classique, alors moi je n'aime pas dire musculaire parce que je pense qu'un vélo assistance électrique et les autres formes de vélo, on pédale, on fait du sport, donc le vélo classique, VTC, etc., vélo de ville, entre ça et la voiture thermique, c'est ce qu'il appelle des véhicules intermédiaires. Bon, moi, je vais parler de vélo de manière plus générale. Donc, je ne sais pas si je vous dis en A2, par exemple. Ça ne devrait pas être trop compliqué. C'est un film, ça vous dit quelque chose ? Donc, c'est le gamin à vélo des frères Dardenne. Je crois que c'est 2000... J'ai mes antisèches. C'est dans les années 2011. Donc là, c'était pour montrer donc un VTC et un VTT. Bon, je pense que ça, c'est un peu connu pour tout le monde, mais vélo classique avec qui on peut faire de la ville, du loisir, etc. au quotidien. Donc c'est un très joli film, justement, que je vous encourage aussi à voir. Si je vous dis B1.
Ouais, B1. Oui, il y a des connaisseurs. Le triporteur de Pinotto de 19... Vous savez la date 57. Donc en fait, j'en parle parce que le triporteur aujourd'hui, on les revoit dans les rues. Hein, ça fait partie de ces vélos un peu cargo. Et donc c'est l'histoire d'un triporteur, je crois, qui fabrique des glaces et qui décide de descendre la nationale 7 sur la Côte d'Azur. Voilà. Donc je pense que c'est désuet. Je l'ai pas revu le film, mais voilà, ça montre. Je voulais montrer aussi que ce qu'on voit aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui. Ensuite, très connu C3. Peut-être que... Ouais, voilà. C'est vrai que les images sont un peu floues. Bon. Oui, bienvenue chez les ch'tis. Donc là, on voit le fameux vélo porteur de la Poste, hein, qui sont vraiment faits et conçus pour porter le courrier, des colis, etc. Toujours d'actualité. Si je vous dis, on va dire plus compliqué, A3. C'est pas un film, hein. C'est juste une illustration de vélo. Est-ce que ça vous dit des choses? En fait, c'est des vélos en bambou. Et en fait, c'est une femme qui s'appelle Bernice Tapa, qui est ghanéenne. Et en fait, au Ghana, il faut savoir que le bambou, il pousse naturellement. Et en fait, son expérience, c'est qu'il y a un problème de mobilité des femmes dans les campagnes. Et donc, elle a au départ conçu des vélos pour se déplacer, notamment. Et donc, je crois qu'elle a aussi une ONG qu'elle donne chaque année des vélos pour des jeunes femmes, des jeunes étudiantes. Et c'est des vélos, du coup, donc le cadre est en bambou. Le reste, c'est des pièces qui sont d'occasion, donc qui peuvent être changées. Donc, elle emploie des gens locaux. Et voilà, après, il y a des fibres de sisal qui sont des végétaux. Il y a quand même des résines un peu époxy. Bon, c'est le seul truc un peu chimique dans le vélo, mais c'est des vélos très résistants. Il y a même des gens qui partent aujourd'hui en voyage à vélo. Il faut savoir qu'avec des vélos en bambou, et qu'en France, dans les Vosges et autour de Lyon, il y a des fabricants de vélos en bambou, notamment qui s'approvisionnent à la bambouserie d'Anduze. Voilà. Donc, on peut faire des vélos en bambou. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Ah, B2. Ouais, alors c'est des vélos pliants, hein, les ancêtres des vélos pliants, et en fait ça a été développé comme beaucoup de choses par l'armée. Donc il faut savoir que dès qu'il y a eu le vélo, il y a eu des infanteries cyclistes dans plein de pays différents. Et donc dans la Deuxième Guerre mondiale, on se parachutait avec des vélos pliants. Et là, c'est la Première Guerre mondiale, je ne sais plus où, mais voilà, pour dire que il y a eu aussi cet usage-là du vélo, mais que voilà, on avait déjà inventé le vélo pliant il y a fort longtemps. Ensuite, C1. Ça, c'est pareil, c'est une image d'un type de vélo. Non, c'est vrai que l'image n'est pas très claire. C'est au Japon, en fait. Pardon? Le mini-vélo? Non, en fait, l'image est petite, mais en fait, ça s'appelle le mamachari. Si je veux dire le vélo des mamans. Donc il y a un enfant devant, un enfant derrière, souvent il y a les courses, etc. Et souvent les femmes au Japon utilisent ce vélo-là, souvent pour se rendre dans les gares, sachant qu'au Japon, tout ce qui est stationnement, c'est quand même très bien fait. Les pistes cyclables, j'avais interviewé pour le livre des japonaises qui me disaient qu'ils roulaient encore beaucoup sur les trottoirs, mais que dans les collèges et les lycées, il y a des arceaux vélos et que les femmes très pressées qui travaillent, qui ont les enfants, mettent leur vélo dans les gares pour les travailler. Et ce qu'elle me disait aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi des questionnements sur le genre aussi au Japon, et que on met les hommes aussi au mamachari, et qu'on fait aussi dans les séries de télé, on voit les hommes à vélo avec le mamachari. Donc ça veut dire que l'homme, il va aussi porter les enfants et les courses. Voilà, donc vous pouvez voir ça au Japon. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Si je vous dis B3, c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est un film sur une des pratiques un peu actuelles du vélo de ville. Il n'est pas connu ce film, hein. Je l'avais visionné pour le livre. Ça s'appelle Alley Cats, donc c'est chat de gouttière en anglais, mais c'est les courses de vélo un peu illégales que font notamment les courses, entre guillemets, souvent les coursiers qui ont ce qu'on appelle des fixies. C'est des vélos sans frein, il faut un rétropédalage pour s'arrêter. Et donc c'est des courses dans le trafic. Donc là, le film se passe à Londres, il y en a qui se passent à New York, il y en a en France. Donc voilà, c'est aussi un phénomène urbain lié au vélo en trafic dense. Voilà, c'est aussi une tendance actuelle. Et il nous reste... on n'a pas vu le A1, qui est un photographe connu, que j'ai montré des photos tout à l'heure. Ouais, c'est Douaneau.
Et alors, c'est le carrefour de Belle-Épine en 1950. Donc, ceux qui sont d'Île-de-France, c'est dans le Val-de-Marne, c'est à Thiais. Donc, ça a bien changé aujourd'hui, hein, c'est plutôt des centres commerciaux, mais voilà. Et là, c'était chouette, c'est un papa donc, qui porte ses enfants à vélo. Donc, en 1950, on voit que le vélo cargo, on n'a rien inventé non plus. Et ce que je voulais vous dire aussi par là, c'est que souvent, le vélo, c'est du 6MD, hein, c'est du bricolage. C'est toujours actuellement comme ça, même si le vélo devient de plus en plus haut de gamme et sophistiqué. L'essence même du vélo, c'est le low-tech, hein, c'est le système D. Et enfin, non, on n'a pas fini. C2, c'est un documentaire qui se passe dans le sud de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ça s'appelle Makala et c'est d'Emmanuel Gras. Et là, c'est pour montrer que on porte ça sur des vélos et qu'il y a la mobilité subie aussi, hein, qui est une réalité dans pas mal d'endroits. Hein. Même en France, où quelqu'un me racontait qu'en Guyane, il y a des gens qui doivent faire 60 km tous les jours à vélo, avec des vélos de briques et de broc. Enfin, voilà. Et là, en fait, ce film, on suit un habitant qui doit faire 50 km chargé de tout son charbon de bois qu'il doit vendre, avec tout ça sur son vélo. Et donc, on voit des transports de vélos où ils portent leur vélo. Donc voilà, ça remet aussi le fait que le vélo, c'est aussi pour porter. C'est pour se transporter, mais c'est pour porter aussi. Mais si vous voulez voir, c'est un très très beau documentaire. Ensuite, on peut regarder en bas si on est le D2. En fait, là, je ne sais pas ce que ça vous... Ouais, c'est ça, c'est le Solar de Uni. En fait, c'est un collectif qui s'appelle Solidream. C'était, je crois, des étudiants de Grenoble qui sont partis en voyage à vélo, notamment dans le Pamir. Ils sont partis avec des voyages en bambou qui étaient fabriqués dans les Vosges et qui ont un collectif pour voyager un petit peu autrement, pas que à vélo. Mais voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse sur le vélo de voyage, les sacoches, etc. Et il nous reste le D1. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ce type de vélo ou de véhicule intermédiaire au sens où l'entend Frédéric Errand. Ouais, c'est ça. C'est un vélo couché, mais qu'on appelle vélo mobile parce qu'il y a une carlingue en fait. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les vélos intermédiaires. Voilà. Et le troisième, qui est anecdotique, mais c'était l'idée d'illustrer les vélos un peu cargo, porteurs. Est-ce que vous savez ce que c'est? Le D3. Non. Pardon, le D3. Le D3. Non, c'est la spermatocyclette, donc c'est la banque du sperme à Copenhague qui l'utilise, du coup, pour transporter le sperme réfrigéré. Donc, ils ont conçu tout ce vélo-là qui se déplace dans Copenhague. Alors, Copenhague, hein, c'est la barre modale, c'est 60% des gens, je crois, qui se déplacent en vélo tous les jours. Donc voilà, mais c'est un peu illustratif, mais ça montre qu'on peut tout faire. Hein. On peut déménager à vélo aussi, il y a des déménageurs, on peut voir ça aussi en France. Voilà. Donc c'était pour montrer un peu toutes les fonctions du vélo. Là, si on reprend le fil de l'histoire, donc fin 19e siècle, ce qu'on appelle aussi la seconde révolution industrielle. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Jean-Baptiste Fressos, qui est historien. Il parle d'ère de la pédale pour dire qu'effectivement, alors il y a eu l'industrie de la machine à coudre, donc des industries par traction musculaire, et bien sûr le développement du vélo avec la technologie du roulement à billes, qui a permis effectivement une industrialisation des vélos et un développement énorme. Et là, c'était pour parler un peu des imaginaires liés au vélo. Donc, je vous ai mis différentes affiches. Hein. Vous remarquez sur le tandem, c'est la dame qui mène le vélo. Et c'était au 19e siècle, donc c'est intéressant. Pardon? Non, c'est pas imaginaire. Non, j'ai vu des photos aussi. Hein. Je pense que, je ne suis pas historienne, mais je pense aussi qu'il y a, dans les questions de genre, il y a une invisibilisation dès qu'il y a des femmes en action, ce qui fait qu'en fait, on ne conserve pas forcément la mémoire de ça. Donc après, je pense qu'il faudrait faire peut-être une histoire du tandem. Je suis incapable de vous faire, mais j'ai vu des photos, donc c'est quand même des pratiques qui existaient aussi. Oui, parce qu'on a gardé sûrement ces imaginaires-là, mais ça se pratiquait, donc je pense que ça doit se pratiquer. Alors, je ne pratique pas le tandem, donc je ne peux pas vous en parler pour le coup, mais voilà, sachez que ça se fait. Et ça s'est fait. Et au milieu, je vous ai mis cette affiche parce qu'en fait, elle est d'un affichiste connu qui s'appelle Moucha. C'était dans une expo notamment à Quimper sur l'illustration. Et donc, on choisissait quand même des gens connus pour développer tout ce qui est cet imaginaire lié au vélo, donc qui touche les femmes, les enfants, les couples, etc. Et je vous ai mis une citation de Voici des ailes de Maurice Leblanc, qui est un roman que je vous invite aussi à lire, qui est assez charmant, sur une histoire d'amour libre et d'envolée à vélo, de couple. Enfin, c'est très très moderne en fait, et c'est très charmant, vraiment.
et c'est une ode au vélo. Donc là, pour poursuivre tout le temps ce fin 19e siècle, alors, est-ce que l'image est très, enfin, non, elle est assez connue, la première image sur la gauche. Est-ce que ça vous parle? Je vous embête un peu avec le cinéma en fait, mais oui, un des premiers films du cinéma, donc la sortie d'Usine des Frères Lumière. Souvent, on remarque que c'est plus des hommes qui étaient à vélo. Les gens sont un peu endimanchés parce qu'en fait, les Frères Lumière ont dû tourner un dimanche, donc les ouvriers sortaient de la messe. Mais voilà, on voit quand même des gens à vélo. Et à droite, en fait, c'est une image d'une femme avec un bloomer du nom de Annie Bloomer qui était féministe. Donc on sait que le vélo... Il y avait Suzanne Anthony, une féministe, qui avait dit que le vélo avait plus fait pour l'émancipation des femmes que tout ce qu'il y avait avant, je ne sais plus la situation exacte. Donc déjà, en fait, ça a libéré le corps des femmes qui ont quitté le corset pour ce fameux bloomer, ce pantalon-jupe. Et les suffragettes américaines, notamment, allaient manifester à vélo. Et il y a eu beaucoup de réticences, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, au XIXe siècle, pour effectivement le patriarcat qui ne voulait pas libérer les femmes et trouver plein de bonnes raisons pour qu'elles ne fassent plus pas de vélo, hein, donc on en reparlera après, mais voilà, en fait, quand même, les femmes se sont émancipées et se sont libérées par et avec la bicyclette. Je regarde juste le temps qui passe, mais ça va. Là, on fait un petit bond en avant, 14-18. Donc là, c'est une photo à gauche. C'est des troupes indiennes, donc de l'Empire britannique, dans la Somme. Donc c'est la fameuse infanterie cycliste dont je vous parlais. Donc le vélo a été aussi un instrument dans les guerres. Voilà. Et d'après Jean-Baptiste Fressoz, en France, en fin 19e siècle, il y avait à peu près 10 millions de vélos. Sachant que j'ai regardé, il y avait 41 millions d'habitants en France. Donc en fait, vous voyez, il y a eu quand même un fort essor du vélo. Dès qu'il y a eu cette industrialisation, voilà, au départ c'était les classes bourgeoises et puis très vite la classe ouvrière s'est mise à vélo. Une image, et encore c'est une femme hein, qui est sur le espèce de vélo cargo tandem, donc les années 36, hein, le Front populaire et les départs en vacances, par et avec la bicyclette. Et puis il y avait un système très élaboré aussi jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale notamment, où on pouvait avoir des consignes dans les gares, on pouvait mettre son vélo beaucoup plus facilement dans le train qu'aujourd'hui. Enfin voilà, il y avait vraiment quand même une espèce de, on pourrait dire, de système vélo à l'époque, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc je vais encore vous faire des petites parenthèses dessinées. Est-ce que le film à gauche, l'image à gauche avec Jacques Gamblin, du coup, vous dit quelque chose ? Non. Alors le facteur cheval, moi je croyais comme vous qu'il était à vélo, en fait il était à pied. Il faisait 26 km à pied, c'est fou, hein, et c'était un petit peu plus tôt. Là en fait c'est un film qui s'appelle Laissez passer de Bertrand Tavernier, qui date de 2002, et qui retrace en fait l'histoire du cinéma sous l'occupation, mais à travers deux personnages, Jean Orange, le cinéaste, et l'autre cinéaste, Jean Devèvre, qui est joué par Jacques Gamblin, et qui a des très belles échappées à vélo, mais c'est très intéressant parce que Tavernier est quelqu'un qui travaillait toujours avec des historiens, donc il y a quand même une recherche très forte dans ses films. Et donc on voit un petit peu tout le système vélo de l'époque, et il y a aussi des très très belles échappées à vélo, notamment quand il rejoint sa femme dans les maquis, puisque c'est quelqu'un qui va prendre le maquis. Et en fait, c'est sur l'aire des pêcheurs de perles de Bizet, donc je crois qu'il y a 3 minutes d'une scène très très belle à vélo. Voilà. Et on voyait qu'il portait ses valises, etc. Sur la réalité historique, c'est vrai qu'on a beaucoup associé la résistance avec l'image du vélo. Alors ça c'est vrai. Alors il faut savoir aussi que la résistance est un phénomène très urbain, même si on a gardé vraiment l'image un peu cinématographique du coup des maquis. Et donc je vous ai mis cette jeune femme à gauche de Simone de Beauvoir. Je ne sais pas si vous la reconnaissez ou pas. Non, ça aurait pu, mais c'est sa sœur. Enfin, c'est pas la sœur de la philosophe, mais la sœur de la femme politique. C'est effectivement Denise Vernet, qui s'appelait Denise Jacob, qui était donc la sœur de Simone Veil, la femme politique, et dans un très joli livre, si vous pouvez lire, qui s'appelle Miarca, d'Antoine Demeaux, qui est une biographie. Donc effectivement, elle raconte que quand la famille Jacob était à Nice, ils allaient se ravitailler de ferme en ferme, et après elle est partie comme résistante, elle s'appelait comme nom de code Miarca, qui était son nom scout, à Lyon, et donc elle se déplaçait beaucoup à vélo, et en fait, il y a eu un épisode où elle a fait en une journée ou deux 240 km de vélo en faisant, je crois, de Lyon à Annecy, Mâcon.
pour récupérer des codes secrets. Il y a aussi Nancy Wake, qui était une des femmes résistantes les plus titrées de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est fait parachuter en Auvergne, qui en quelques jours a fait 430 km à vélo. Donc voilà, il y avait aussi ça dans les périples de la guerre. Après, je vous ai mis Simone de Beauvoir, parce que dans La Force de l'âge, elle raconte quelques péripéties à vélo. Alors, c'était plus 2 voyages d'agrément avec des amis, mais elle est partie en 1943 avec Jean-Paul Sartre dans le midi de la France, parce qu'il voulait faire un groupe qui s'appelait Socialisme et Liberté, un groupe de résistance. Donc, ils sont partis rencontrer des gens dans le sud de la France. Ils sont rentrés à Paris à vélo. Et là, en fait, Simone de Beauvoir raconte qu'elle a un grave accident dans le col d'Alos, voilà, en remontant. Donc, elle arrive à Grenoble assez pas désemparée, mais assez abîmée, en fait. Voilà, donc c'était pour dire que voilà, le vélo était quand même un élément de déplacement. Et je vous ai mis la 3e photo, qui est aussi une photographie de Doisneau, qui montrait qu'aussi les gens n'étaient pas très contents de refaire du vélo et que ça a été servi par la politique de Pétain pour remettre les gens à vélo. Enfin, c'était un retour au système D, aux pénuries. Donc, vous voyez, on bricolait des vélos comme ça dans Paris. Donc, il y a eu cette période un peu difficile qui était la guerre et l'après-guerre. Et je vous ai mis quand même la bicyclette bleue parce que c'est hyper connu, mais effectivement, voilà, je pense que c'est un peu autobiographique, mais de Régine Deforge, voilà, avec l'image des résistants à vélo, parce que c'était un moyen de déplacement tout simplement. Donc voilà, sur ces périodes-là. Et oui, et à noter qu'en 1941, les vélos étaient interdits aux Juifs par des lois de Vichy. Voilà, il faut aussi savoir ça. Ensuite, on passe à une période un peu plus... je ne sais pas si c'est plus joyeuse, mais l'après-guerre qui est un peu difficile. Donc la photo du film à gauche est très très connue. Ouais. C'est un des symboles du néo-réalisme italien, donc c'est Le voleur du bicyclette de Vittorio De Sica, qui a été beaucoup repris dans des films après. Donc c'est vraiment l'après-guerre où on a cet ouvrier qui va chercher au mont-de-piété son vélo, qui se le fait voler et que c'est terrible parce qu'il ne peut pas travailler. Et quelque part, c'est des situations qu'on trouve aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas d'outils et pas d'accès au vélo. Donc l'accès au vélo, au transport est quelque chose, même aujourd'hui, qui est très important. Après, toujours jour de fête, hein, alors Jacques Lati, dont vous m'avez parlé du coup tout à l'heure, il avait été, donc c'était le Parisien, classe bourgeoise, qui a été un peu caché du côté de Saint-Sévère dans l'Inde pendant la guerre, qui voulait un peu rendre hommage aussi au milieu rural qu'il a découvert. Et si vous vous souvenez du film, en fait, c'est un peu le basculement d'une époque qui était celle d'un monde plus rural. Hein. La France n'avait pas fait encore le gros de son exode rural, enfin ça commençait. Et donc, il voit des images des coursiers, enfin des facteurs des États-Unis dans la vitesse, et il essaye de prendre cette vitesse-là avec tout l'humour et la tendresse de Tati. Et voilà, donc c'est un très beau film. Et voilà, il y a cette histoire de vélo et de facteurs qui est au centre. Le 3e film est peut-être moins connu, mais beaucoup de cinéastes sont servis après sur cette scène de vélo. Donc là, ça se passe au Japon, et c'est pareil, c'est les mêmes années, c'est 49. C'est plus peut-être difficile. C'est Printemps tardif de Ozu. Et donc la scène de vélo, alors, il y a beaucoup de, je ne sais pas cinéaste, hein, il y a beaucoup d'interprétations sur 2 personnages qui sont ensemble, mais qui à un moment vont se séparer. Donc les trajectoires aussi vont se séparer des vélos. Et puis il y a l'aspect méditatif. Hein, on est au Japon et voilà. Et Ozu a fait dans certains de ses films d'ailleurs des petits hommages à Tati, hein, notamment dans Bonjour. Ça c'est juste une parenthèse, mais voilà, il y a ces très belles scènes très connues de vélo, du quotidien aussi. Donc voilà. Un très joli film à voir. On passe aux années 50. Alors là, du coup, pour le vélo, ça va être un peu moins fun, du coup, parce que le développement, quand même. Alors, faut savoir que la voiture n'a pas détrôné le vélo. Hein, la voiture a plutôt détrôné les transports en commun. Hein, c'est pas. Mais donc là, film très connu sur la gauche. Palme d'or à Cannes 63. C'est les parapluies de Cherbourg. Je vous dis ça parce qu'il y a une scène de travelling hyper connue où on voit le vélo, donc c'est Catherine Deneuve, hein, bien sûr, et on apprend que le vélo vole, mais ce qui est très intéressant, c'est que on est à Cherbourg dans les années 60, contexte de la guerre d'Algérie, le personnage qui roule à vélo parce qu'il travaille dans un garage, en fait, son rêve qu'il va réaliser à la fin, c'est de devenir garagiste. Enfin, non, c'est d'acheter une pompe à essence qu'il va faire, et il y a des retrouvailles à la fin avec Catherine Deneuve qui s'est très embourgeoisée, enfin qui a fait un mariage de raison, qui arrive dans une grosse voiture. Donc il y a cet aspect-là sur le film par rapport au transport qui est intéressant aussi. Et c'est plus difficile à droite, à ma droite, à votre gauche. C'est un film de Truffaut.
qui s'appelle Les Mistons, qui est tourné à Nîmes, et on voit Pauline Lafont partout à vélo, au pont du Gard, dans Nîmes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle avait dû demander l'autorisation à son mari pour tourner, puisque à l'époque, les femmes, il fallait qu'elles demandent l'autorisation. Et en plus, c'est un film sur le vélo qui libère aussi, donc il y a un peu cet aspect-là. Bon, après, elle a quitté son mari, elle a eu la carrière qu'on connaît, mais voilà. C'est aussi des scènes de vélo dans un monde où le vélo commence à disparaître, en fait, voilà, et où la voiture domine. On passe dans les années 70, donc au milieu c'est un dessin de Sampé qui je crois qu'il s'appelle Le Bazar ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un peu une réalité qu'on connaît encore un peu. C'est là le tout voiture, il y a même plus de transport en commun, il y a un peu la jungle urbaine en quelque sorte. Et du coup, les années 70, c'est aussi là où il y a eu tous les mouvements un peu vélorévolutionnaires, de redévelopper le vélo en ville. Donc je vous ai remis un extrait de film qui remonte une vélorution. Est-ce que vous savez quel est ce film ? Pardon ? J'entends pas. En fait, c'est l'an 01 de Doyon. Donc, c'était vraiment un film après 68. On disait on arrête tout, soit c'est 73, et qu'est-ce qu'on construit ? Et donc, il y a cette image de masse critique ou d'évolution. Alors, j'ai caché un peu la photo pour qu'on ne voit pas le nom, et vous savez quel est ce petit personnage qui est en bas ? Ouais, c'est vrai qu'il ressemble vraiment à Tavernier. En fait, non, c'est un homme politique. C'est René Dumont en 74 quand il fait campagne pour la présidentielle. Donc, il faisait campagne à vélo. On se moquait beaucoup de lui à l'époque. Il faut savoir qu'en 72, il y avait Jacques Essel qui avait créé le mouvement pour des couloirs de bicyclette, qui est devenu MDB, le mouvement de défense de la bicyclette, qui est une association qui fait partie de la Fédération des usagers de la bicyclette. Donc, tout ça, c'est les années 70. Il y a eu aussi en 76 un maire qui était un peu pionnier, qui avait fait des vélos jaunes à La Rochelle pour ses administrés, donc des vélos en libre service qui n'ont pas... C'était trop tôt en fait à l'époque, c'est pas passé. Mais voilà, il y avait quand même des choses qui se passaient très intéressantes sur le vélo. Là, on est dans les années 80, donc c'est pareil, on est encore dans le dur de la voiture. Je vous ai remis encore des extraits de films. Bon, là c'est plus connu. Donc le premier qui est en haut avec les enfants, donc ça passe aux États-Unis, c'est méga connu. Je ne vous ai pas mis le passage le plus connu parce que sinon vous l'auriez trouvé tout de suite. Pardon ? Ouais, bravo, c'est E.T. Donc je ne sais plus, c'est 80, j'ai dans mes notes, dans les années 82. Et effectivement, donc c'est des enfants de banlieue. Donc là, on est dans le périurbain américain qui font du vélo pour aller à l'école ou pour se déplacer. Et après, il y a ces magnifiques scènes de vélo avec E.T. qui sont très très belles, que je vous laisserai revoir. Le film du milieu, là, ça se passe à Pittsburgh. Donc, est-ce que ça a été un film connu, très grand public. Est-ce que vous voyez ou pas ? C'est Flashdance en fait, 83. J'avais un petit peu peur en le revoyant quand j'ai fait le livre, mais en fait c'est très intéressant sur l'aspect vélo. Donc c'est l'histoire d'une métallurgiste, une femme qui travaille comme métallo le jour et qui est danseuse la nuit. Donc il y a des choses extrêmement genrées dans le film, je ne le cache pas. Mais l'actrice c'est très intéressant. Après elle est allée à Yale aux États-Unis finir ses études avant de redevenir actrice. Et il y a quand même des choses très intéressantes. Donc elle est ouvrière, donc elle n'a pas d'argent et donc elle roule à vélo. Et donc, il y a des très belles scènes de vélo dans Pittsburgh dans les années 80. Et Agnès Varda, dans un autre film qui s'appelle Gwen, l'histoire de la petite Bretonne, elle montre la cinéaste Patricia Mazoui qui faisait 30 km, c'était plutôt là dans les années 90-2000, dans Los Angeles, parce que quand on n'a pas d'argent et pas même d'argent pour prendre le bus, et ben on passe 30 km à vélo par jour. Voilà. C'est un peu la réalité de ces villes américaines. Et pour revenir sur Flashdance, il y a quand même une scène qui est quand même bien, parce qu'on sait quand même, donc c'est le patron qui sait prendre de son ouvrière après l'avoir vue danser. Et un soir, il l'attend pour la raccompagner chez elle, et on propose de la raccompagner dans sa Porsche. Elle lui dit non, je rentre à vélo. Ce qu'elle fait, donc c'est assez comique. Et le troisième est peut-être moins connu. Donc là, on retourne en France, pareil, années 80. C'est peut-être un peu difficile, hein. C'est 4 aventures de Rainette et Mirabel de Romer, mais je vous le mets parce qu'après il y a d'autres films dont je ne vous parlerai pas là, mais qui ont repris la scène de vélo. Donc ces deux jeunes filles, hein, donc les noms chez Romer, c'est tout un monde. Donc Rainette qui vient de la campagne et qui rencontre Mirabel qui crève à vélo. Et on voit plutôt la fille de la campagne qui est plutôt débrouillarde parce qu'elle roule à vélo, et la fille de la ville qui ne sait pas refaire une crevaison. Donc voilà, le vélo, ça reste quelque chose de très distendu dans ces années-là. Voilà. Et pour revenir aux années 90, là c'était pour vous parler de phénomènes un peu plus urbains.
Donc encore des films. Donc je sais pas, j'ai pas mis des images qui peuvent vraiment vous aider, hein, je suis désolée. Donc je vais peut-être vous, vous refaire travailler encore. Donc sur la gauche, on est au Vietnam en fait, c'est cyclo. Donc là, c'est l'histoire d'un cyclo-pouce, en fait. Donc c'est un peu l'histoire des livreurs, de ces précaires du vélo. Et donc il y a toujours des références aux voleurs de bicyclettes. En dessous, c'est Beijing Bicycle. C'est pareil, l'histoire d'un livreur de vélo, parce qu'en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de les questions aussi autour de pas que de la précarité, mais des déplacements, de ces zones grises un peu de l'emploi, on peut dire de l'ubérisation de l'économie carrément. Il y a ces problématiques de livreurs. Et donc, ce film-là reprend cette thématique-là. À droite, on doit avoir Alicat, donc pour dire aussi le phénomène des courses illégales à vélo, qui sont des choses effectivement des années 90, 2000, 2010 actuellement. Et en bas, c'est Premium Rush, c'est pareil, c'est l'histoire d'un livreur dans les rues de New York. Donc voilà, c'était pour montrer un peu les problématiques qui se retrouvent au cinéma, mais c'était plutôt pour montrer des problématiques par le cinéma qui sont révélatrices des questions de mobilité autour du vélo. Et juste pour finir, hein, voilà, donc à Bicyclette, il n'est pas très connu, mais c'est Jean Douget qui était cinéaste et critique de cinéma, qui a fait un film, parce que là, ça parle clairement du Vélib. Alors, il y a plein comme il est cinéaste, il y a plein de références à des films que je vous ai cités, mais du coup, ça met en scène vraiment le Vélib. Et ce qui est intéressant, parce que le Vélib, je crois que c'est 2005 à Lyon, 2006 à Paris, avant de se déployer. Donc c'est quand même aussi une autre mobilité qui est très intéressante, parce que ça permet souvent aux gens après de se mettre durablement en vélo, on pourra en parler. À droite, vous la reconnaissez pas, mais c'est Laetitia Casta dans La Croisade. Donc ce qui est intéressant, donc film un peu visionnaire sur l'environnement, elle est à vélo électrique. Donc on a aussi l'entrée du VAE dans nos mobilités urbaines, mais pas que. Et en bas, c'est à l'abordage de Guillaume Braque qui se passe à Die. Donc j'en parle parce que Guillaume Braque, il est cycliste et le vélo tient une place et dans sa vie et dans ses films. Il fait d'ailleurs beaucoup de repérages à vélo. Il dit cette phrase: l'exploration des territoires inconnus, l'exploration de soi, de ses propres limites que permet le vélo, je la retrouve au cinéma. Voilà. Et donc il y a des scènes de vélo qui sont très réalistes. Voilà. Donc pour revenir maintenant en 2022, en France, ce qui est aussi le sujet, mais c'était bien, je pense, d'avoir un petit panorama où il y a quand même un retour du vélo. D'ailleurs, un livre de Frédéric Gand qui s'appelle Le retour de la bicyclette. Donc la part modale, donc c'est la part dans les transports du vélo en France, en moyenne, c'est 3,5%. Donc on est d'accord qu'une ville comme Grenoble, c'est 16%. Donc c'est une moyenne qui n'est pas représentative du territoire. Hein. Ça dépend qu'on soit en milieu rural, périurbain ou urbain. Si on regarde les chiffres vélo et territoire, sur les fréquentations, parce qu'il y a des bulletins de fréquentation, parce qu'on met des compteurs, il y a eu plus 10% en milieu urbain. En 2019, si on compare 2020, 2021 et 2022. En périurbain, il y a une stagnation et en rural, une légère diminution. Mais quand on regarde les chiffres en détail, ce que je vais vous passer, c'est qu'en fait, ça régresse plutôt le week-end. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça continue à progresser en semaine. Donc c'est quand même intéressant. Le taux moyen d'occupation d'une voiture en mobilité locale en France en 2019, c'était 1,43. Donc du coup, on peut se poser la question parce qu'il y a si on met, je sais pas, 2 fois 60 kg dans une tonne 5, ça pose aussi des questions d'emprise, de pollution, de choses. Voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer ça par un vélo cargo, par d'autres mobilités? C'est toute la question d'aujourd'hui. 60% des déplacements domicile-travail qui font de moins de 5 km en voiture, sachant que 5 km, on peut faire ça très bien en vélo classique, encore mieux en vélo électrique. Et pour avoir des comparaisons, la part modale globale de l'Union européenne, c'est 7%. Donc la France est quand même très à la traîne, il faut bien le dire. Donc il y a un objectif du nouveau plan national vélo d'arriver à 12%, mais autant faut-il mettre les moyens, comme disait Marie. Bon, il y a un nouveau plan national vélo qui met plus de moyens, mais pas encore assez, mais on pourra en reparler. Et en Suède, par exemple, c'est 16,5% en moyenne. Je vous disais, Copenhague, je crois que certains mois de l'année, c'est 60%. Voilà. Donc ça, c'était pour nous resituer en Europe. Bon, ça, c'était les chiffres, je ne vais pas vous les passer. Les enjeux du quotidien, j'allais vous poser la question, mais je trouve que cette photo d'une Vélorussion qui était à Valence résume un peu les choses. Donc le vélo, oui, il y a tous les enjeux sanitaires du vélo.
Je regarde juste l'heure. Le fait que, effectivement, le vélo, ça fait de l'activité physique. Aujourd'hui, on parle de 30 minutes d'activité soutenue pour rester en bonne santé. Donc, on sait qu'il y a des études, notamment des études qui sont dupliquées. Donc, c'est intéressant que, effectivement, la pratique d'une activité quotidienne comme le vélo, sur des études de corps, des gens qui vont au travail tous les jours, on sait qu'on a une prévalence moins importante des cancers, du diabète de type 2, que ça permet de freiner les pathologies liées à l'âge, ça maintient l'équilibre, les capacités cognitives. Il y a l'effet aussi volume, enfin l'effet nombre. Donc plus on est de cyclistes, moins il y a de problèmes de sécurité, moins il y a de pollution. On respire mieux. Vélo du Midi fait des économies. Alors je ne sais pas, on pourra parler des chiffres tout à l'heure, mais avoir une voiture, enfin que ce soit au niveau collectif, c'est-à-dire de la collectivité, faire des infrastructures par exemple, ou développer le vélo, ça coûte énormément moins cher. Enfin, c'est des investissements qui sont très rentables, contrairement à la voiture, les aménagements routiers. Et pour soi aussi, je crois que l'entretien d'une voiture, c'était chiffré à 6 000 € par an, donc juste l'entretien, alors que le vélo, c'est 150 € par exemple. Et voilà, vélo du soir sans fumée noire. Voilà, si on se met dans une logique un peu plus macro, on sait que les émissions de gaz à effet de serre en France, les transports représentent 31%, avec la moitié qui est la voiture automobile. Donc là, ça questionne aussi vraiment nos mobilités. Alors après, on pourra en parler, mais le vélo est une solution, c'est pas la solution unique. Peut-être que dans la perspective des actions, c'est repenser nos mobilités, est-ce qu'on a besoin de temps se déplacer, ensuite effectivement se reporter sur les mobilités douces ou actives, et après, quand on ne peut pas, avoir un meilleur taux de remplissage des voitures, développer le stop, comme les réseaux pouces, le covoiturage, etc., les véhicules intermédiaires. Voilà. Donc le vélo est un outil parmi d'autres qui doit s'utiliser aussi avec l'interopérabilité, l'intermodalité, etc. Quelques chiffres bien connus, mais effectivement la pollution atmosphérique est évaluée à 48 000 décès par an par Santé publique France. Sachant qu'aujourd'hui, en plus, on parle que la pollution ne vient pas que des particules fines de diesel. Je parle de la pollution des véhicules. On sait que l'abrasion des pneus et celle du bitume, ça fait des particules qui sont aussi nocives. Donc plus on va avoir un véhicule lourd, plus on va impacter et plus on va mal respirer. Qui sont des questions de santé publique majeures. Le bruit, on oublie que le vélo c'est silencieux. L'emprise au sol d'une voiture n'est pas la même que celle d'un vélo, que ce soit pour le stationnement, le déplacement. On parle aussi des questions d'artificialisation des sols, de zéro artificialisation nette. Donc là, vraiment, on est dedans. Et de fragmentation des espaces naturels. Donc là, vraiment, il faut questionner notre rapport à la mobilité en général et comment on peut adoucir ça ou ménager le territoire avec le vélo. Voilà, quelques chiffres. Ce que je vous disais sur l'efficacité, oui. Il y avait Jodassin qui, en 72, disait à vélo, on dépasse les autos. 15 km/h, je crois, en trafic région parisien, on va plus vite que les voitures. Les problématiques de stationnement, on en a très peu, même si effectivement il y a quand même des problématiques, on pourrait en parler, de stationnement autour du vélo, notamment le fait qu'il y ait des vols de vélo, qu'il n'y ait pas encore suffisamment de stationnement adapté sur les lieux de travail, les lieux de vie dans l'espace public, mais ça on y travaille, les collectivités y travaillent, les entreprises aussi. En termes économiques, on a bien vu qu'avec les crises de cet hiver, le slogan vélo-révolutionnaire nous dit 0 litre au 100 pour le vélo, ça c'est pratique. Et voilà, les émissions de CO2 qui sont quand même moins émissives. Voilà, quelques infographies qui montrent effectivement qu'en moyenne on peut, mais dans certains... En ville, quand le trafic est dense, on a 27 minutes en voiture versus 12 minutes. Alors, je ne sais pas si ça compte le stationnement ou pas, mais on est quand même gagnant sur tous les plans à faire du vélo. Et puis des questions d'emprise au sol. Alors là, c'était plutôt une infographie du Québec pendant le confinement pour inciter les gens à faire du vélo. Là, on parle souvent de l'exemple je ne sais pas si on a le temps de développer, mais des Pays-Bas. Alors les Pays-Bas, pour en parler rapidement, c'est vrai qu'il y a eu une culture du vélo, parce qu'il y avait la reine à vélo, mais c'est pas ça qui a fait que le vélo s'est beaucoup développé aux Pays-Bas. C'est vraiment que c'est un pays qui n'avait pas d'industrie automobile, contrairement à la France, qui n'avait pas l'énergie nucléaire et qui a pris de plein fouet la crise des 73. Mais avant ça, en fait, quand la voiture s'est développée dans les années 50-60, la population s'est beaucoup mobilisée contre la voiture individuelle, notamment à Amsterdam, parce qu'il y avait il y a eu des morts d'enfants. Donc,
Donc il y a une association, je ne peux pas vous le dire en néerlandais, qui s'appelle Arrêter la mort des enfants. Mais ça s'est produit aussi aux États-Unis. Je crois que c'est Jean-Baptiste Fressos qui dit qu'à Pittsburgh, il y a un monument aux morts des enfants qui sont morts dans les accidents de voiture. Qu'il y a eu, je ne sais pas, une dizaine de votations dans le canton des Grisons de mémoire contre la voiture individuelle. Et encore, il paraît que la dernière qui est passée, c'est parce que ça a été en période d'été où les paysans ils étaient en estive. Donc voilà, si on regarde un peu de manière réflexive, en fait, c'était pas inéluctable que la voiture se développe comme ça. Il y a eu pas mal de facteurs qui ont fait que ça s'est développé, mais les gens étaient réticents. Ils voulaient garder leur transport en commun. Et donc, il y a eu cette militance importante aux Pays-Bas, qui allait jusque vraiment dans les services d'État, d'ailleurs. Et quand la crise pétrolière est survenue en 1973, le réflexe vélo est venu. Il y a eu des lois qui font qu'aux Pays-Bas, on ne peut pas faire comme chez nous, c'est-à-dire comme on a fait longtemps, périurbaniser des centres commerciaux, c'est interdit. Seulement pour les magasins de meubles ou, je crois, les concessionnaires voitures. Et c'était vraiment la ville du quart d'heure. Donc on a mis les enfants à l'école, donc on a développé ce qu'on appelle un système vélo, c'est-à-dire pas que des aménagements, c'était aussi une priorité, mais aussi des services pour stationner, pour se former au vélo, pour réparer son vélo. On a apaisé les centres-villes, c'est-à-dire qu'on a découragé la voiture. Et ça a permis qu'on ait une part modale importante aux Pays-Bas et qu'on ait ce développement du vélo. Donc là, c'est des photos qui parlent. On parle aussi aujourd'hui d'urbanisme favorable à la santé. Donc l'idée, c'est vraiment de décourager la voiture et d'abaisser la vitesse aussi pour permettre aux mobilités actives et au vélo de se développer. Quelques images. Alors en haut, c'est la gare de Eindhoven. Alors c'est qu'une partie. Si vous êtes de l'autre côté de la gare, vous avez le même parking vélo. Et en fait, on peut mettre les vélos dans les trains, mais il y a tellement de monde que le système des Pays-Bas fait qu'on garde son vélo à la gare et puis on en a un autre quand on sort de la gare si on en a besoin. Après, c'est les fameuses routes avec des nœuds modaux, en fait, enfin des nœuds plutôt, qui relient toutes les petites routes de campagne. Donc on peut traverser tous les Pays-Bas à vélo. Et à droite, je vous ai mis un peu, parce que c'est très connu, c'est le Snake Bridge, c'est le pont un peu en forme de serpent qu'ils ont fait à Copenhague, voilà, qui est assez connu. Après, l'idée aussi de cette conférence, c'est de dire qu'on n'est pas obligé d'aller dans ce développement d'infrastructures, on peut faire beaucoup plus simple. Là, c'est le futur réseau vélo métropolitain de Nantes, qui a été adopté en 2021. Et ce qui est très intéressant, ce n'est pas que des radiales qui vont vers Nantes. Il y a des voies qui sont magistrales, celles qui sont noires, avec des voies plutôt secondaires, structurantes, secondaires et de maillage. Et l'idée, c'est vraiment de faire un vrai maillage du territoire, avec des routes, des aménagements qui sont conçus, d'autres qui sont aménagés. Et donc là, on a vraiment quelque chose de très intéressant qui va être déployé. Alors, il y a eu de l'argent, c'est dans le cadre du plan de déplacement urbain. Il y a vraiment des moyens qui ont été mis, une concertation avec les associations, les habitants. Donc voilà, il y a un travail qui est fait qui est assez intéressant. Et là, c'était pour vous dire que voilà, on n'est pas obligé d'artificialiser les sols. C'est un problème aujourd'hui avec le ZAN, avec la ZAN, le zéro artificialisation nette, c'est qu'on peut créer sur l'existant justement en reprenant du terrain sur la voiture, par exemple. Donc à gauche, c'est à Cuneo, par exemple, où on a aménagé une piste cyclable. En haut, c'est dans l'Aisne sur une voie verte, mais que les voies cyclotouristiques sont aussi très intéressantes pour les déplacements du quotidien. Et à Grenoble, vous avez les fameux chronovélos. Donc là, c'est la station Annie Londonderry, donc du nom de la première femme qui a fait le tour du monde à vélo en 1894. Et c'est intéressant parce qu'on voit qu'on peut gonfler les vélos, enfin voilà, c'est jalonné, c'est balisé, voilà, c'est très intéressant ce système de chrono-vélo. Mais pas que. Donc il y a deux exemples. Un en Alsace. Donc c'est une personne qui est partie, je ne sais plus son nom, qui travaille dans les mobilités, qui a développé ça en Alsace, mais avant dans le Nord-Pas-de-Calais. L'idée c'était de mutualiser les chemins agricoles. Donc dans le périurbain, dans le rural, de faire des réseaux, donc souvent mutualisés, donc avec les agriculteurs, mais piétons. Mobilité douce, on va dire vélo, qui rejoignent les gares, les collèges, les lycées. Et du coup, c'est très intéressant de travailler sur ces routes-là. Sachant que Frédéric Errand disait que je crois qu'on a près de 1 million de petits maillages de routes en France, qui est quelque chose d'unique en Europe, et qu'on pourrait utiliser. Et à gauche, c'est dans les Hautes-Alpes, c'est pareil, c'est un chemin agricole, et on voit qu'il y a marqué sauf exploitation agricole et sauf cycle. Donc c'est très intéressant d'utiliser ce voie-là, ce qui veut dire que pour la collectivité, ce n'est pas des coûts d'aménagement importants. Ensuite, voilà, ça c'est plutôt pour parler du rural, donc c'est la vallée de la Drôme, donc il y a une association Dromolib qui fait beaucoup de choses, donc il n'y a pas tout qui est marqué, mais voilà, là on voit très bien qu'on articule, là on peut recharger son vélo, là où il y a des voies de vélo, là où il y a des zones de covoiturage, là où il y a du réseau pouce.
Donc l'association, elle travaille aussi avec des ateliers mobiles de réparation. Et donc là, c'est vraiment comment on répond vraiment aux usagers du territoire en apportant plein de mobilités complémentaires. C'est pas que le vélo, justement, c'est toutes les mobilités alternatives qui sont mobilisées sur un territoire rural. Et donc je trouve que c'est un exemple qui est très intéressant. Là, quand je vous disais le système vélo, c'est effectivement penser ce qu'on appelle l'interopérabilité, pouvoir mettre son vélo, par exemple, dans le bus. Donc la loi d'orientation des mobilités durables, qui a eu pas mal de décrets, donc encore des décrets à venir, donc la loi qui date de fin 2019 de mémoire, voilà, autorise notamment, enfin, demande qui est, je crois, 8 places pour des vélos non démontés dans les bus neufs. Mais voilà, donc il y a des choses aussi à développer dans le train aussi. Du coup, aussi dans les parkings au niveau des gares, donc qui dit parking dit aussi des espaces sécurisés, puisqu'en fait, je crois que c'est 400 000 vols de vélos par an en France, donc c'est aussi une problématique. Des fois, on ne fait pas de vélo parce que c'est un frein, il y a des vols. Là, c'est les petits outils qu'on peut trouver sur la route. Donc, il y en a un, c'est du côté d'Annecy. Il y en a un, c'est au milieu, c'est, je crois, dans les Alpes de Provence, c'est comment recycler de manière... Enfin, c'est une borne de recharge pour VAE qui est solaire. Après, c'est une station pour laver, réparer son VTT, etc. Enfin, il y a plein d'outils comme ça, de mobilier urbain, qu'on voit de plus en plus d'ailleurs. En rural, en périurbain et en urbain. Les fameux ateliers de réparation, j'en parle parce que c'est des ateliers qui ont pour vocation de développer la vélonomie. Donc on apprend à faire pour être autonome. C'est des choses qui sont accessibles à tous les budgets et qui sont parfois en mixité choisie pour toutes les questions de genre. Voilà. Donc c'est très intéressant parce que c'est souvent des gens qui travaillent sur, je vois le petit vélo à Grenoble, comment ça s'appelle ? Le réseau de l'Eurocyclage, je ne sais plus comment ça s'appelle dans le bassin grenoblois, peu importe, mais qui travaille sur les discriminations, sur le sexisme, le validisme, etc. Et c'est très intéressant, parce que le vélo est un peu un laboratoire sur pas mal de sujets. Le fameux vélo cargo en haut, c'est la métropole de Grenoble qui fait tout un système de location longue durée qui est très intéressant. Je parle de Grenoble, mais il y aurait plein d'exemples. Et notamment, des fois, il y a des systèmes de prêt, de VAE pour les communes qui sont en Chartreuse ou dans le Vercors pour que les gens puissent tester le vélo. Et ça, c'est très chouette pour se mettre au vélo. Et puis les conditions, je ne sais plus les tarifs, mais je crois que quand on est suivant son coefficient social, pour un vélo classique, ça peut être 48 € à l'année, les frais de location. Donc ça peut être très modique et ça permet d'être accessible à tout le monde. En bas, c'est une vélo-école. Donc, et je précise, c'est aussi pour les adultes, les vélos-écoles, pour se remettre en selle, c'est très intéressant. Les bourses en vélo, donc il y a plein de façons pour en parler d'acheter un vélo. Et il y a une étude ADEME qui montrait qu'il y avait 25 millions, en 2019, 25 millions de vélos qui traînaient dans les greniers des Français, donc il y a quand même matière à savoir réparer son biclou. Et puis des fameuses vélos-écoles qui se développent aussi, là je ne sais plus où c'est, en site partagé, où on montre qu'effectivement les enfants sont plus attentifs à l'école, c'est bien pour les parents aussi, c'est une dynamique qui est très chouette et qui s'inspire pas mal des Pays-Bas mais qui est très intéressante. On parlait des problématiques de stationnement, donc là je vous ai mis différents systèmes. Donc en bas à droite, j'ai vu ça en me baladant à Arles. Donc pour éviter d'avoir à mettre son vélo au-dessus de sa fenêtre, il y a des différents dispositifs. Alors aujourd'hui, dans les constructions neuves, je crois des immeubles et de la réglementation, notamment pour les immeubles de bureaux. Après, il y a les métro-vélos, les différentes boxes, des consignes dans les gares. Et il y a aussi le fait de concevoir des arceaux, c'est pas simple que ça, qui soient accessibles au vélo cargo. Donc il y a des études aussi sur le genre, puisque les parcours de vélo en France sont encore genrés, parce que souvent quand on est une femme, on a les enfants et les courses dessus, donc c'est pas le même parcours qu'un homme qui irait directement au boulot, même si on est d'accord, il y a des hommes qui emmènent leurs enfants au boulot, qui font les courses, mais voilà, il y a des études là-dessus. Et donc voilà, sur l'éclairage des pistes cyclables ou pas la nuit pour des questions de sécurité, donc il y a tout ça qui bouge beaucoup, sachant que je crois que je sais plus dans quelles années, il y avait une urbaniste qui s'appelle Eva Kyle, qui est autrichienne et qui avait travaillé notamment sur le genre. Mais voilà, sur le vélo, il y a quand même pas mal de choses qui se développent. Deux exemples pour terminer en zone un peu plus rurale, donc le parc naturel des 1000 Vaches dans le Limousin. Donc ils ont fait une expérience qu'ils ont pérennisée qui s'appelait du jus dans les pédales. Et l'idée c'était de prêter 15 jours, alors c'est plutôt sur des trajets domicile-travail, des vélos, donc on était avant le Covid, des vélos cargo, des vélos à assistance électrique pour que les gens testent. Et après, ils ont déployé ça à pas mal de communes du parc et ça a été une réussite, puisque du coup, les gens, essayer, c'est l'adopter. Ça a permis vraiment d'adopter le vélo.
Et ensuite, le Luberon Lab Vélo, donc ça c'est une association qui s'appelle Vélo Loisirs Provence, qui travaille avec le parc naturel régional du vélo, qui est associé, après il y a un programme, je crois, ADEME dedans. C'est pluripartenarial, et au départ, dans Luberon, c'était des hôteliers qui étaient allés voir les gens du parc en disant on aimerait étendre la saison touristique. Et ils ont développé un réseau vélo sur des petites routes, donc en mixité, donc il n'y a pas d'accident, etc. Et aujourd'hui, ils sont passés au stade de développer les mobilités du quotidien. Alors il y a quelques voies vertes, mais vraiment, c'est comment développer, travailler avec les employeurs, travailler sur des cours de remise en selle, etc. Donc sur un habitat qui est foncièrement périurbain et rural. Donc vous pouvez aller voir sur le site. Il y a des choses très intéressantes. Là, c'était pour parler d'un site qui répertorie un peu tous les a priori, parce qu'on est beaucoup dans la représentation. Par exemple, il pleut. En fait, non, il y a une étude qui montre qu'en fait, la pluie n'arrête pas le vélo taffeur ou la vélo taffeuse, donc celui ou celle qui va à vélo, qui va en travail à vélo. Donc je crois que ceux qui sont plus mouillés à Brest, c'est à Brest, pardon, en France, mais c'est, je sais plus, quelques jours par an. En fait, c'est pas, il faudrait regarder les chiffres, mais c'est pas significatif. Bon voilà, donc on travaille un peu sur les représentations. L'idée de dire que voilà, à vélo, on peut amener son chat chez le vétérinaire, on peut transporter ses enfants, on peut déménager, on peut même réparer sa voiture avec des réparateurs. Donc il y a plein de choses. Cette image-là, donc en Finlande, Oulu, donc il fait moins 17, mais les enfants à l'école primaire, ils vont à l'école en vélo. Alors Oulu, c'est une ville qui a été aménagée dans les années 70, justement en période de problématiques énergétiques, de crise pétrolière. Tout a été fait pour décourager les vélos. Et ce qui est intéressant, c'est même les gens qui arrivent dans cette ville qui ne sont pas finlandais, ils mettent leurs enfants à vélo. C'est vraiment une intégration, donc ça nous fait un peu réfléchir, nous, quand on a froid, qu'on ne veut pas prendre le vélo. Voilà. Et donc il y a un proverbe nordique qui dit en fait, il n'y a pas de mauvais temps pour le vélo, il n'y a que de mauvais équipements. Ça, ouais, j'ai passé vite, c'était la communauté urbaine de Strasbourg qui travaille sur les leviers individuels pour aider les gens effectivement à passer de la représentation à pré-contemplation, jamais je ne ferai du vélo, à je l'utilise. Donc il y a vraiment des accompagnements qui sont faits par les collectifs vélos, qui sont faits par les vélo-écoles, des choses avec les employés, on peut en parler, employeurs pro-vélo. Donc là, on est sur l'individuel, mais ce que je voulais que vous reteniez, pour moi, c'est avant tout des choix politiques, c'est des choix de société, de mettre les gens à vélo. On ne va pas mettre les gens à vélo si c'est un coupe-gorge. Voilà, il y a un accompagnement et ça passe par ce fameux système vélo qui est foncièrement collectif, des choix collectifs. Et après, il y a aussi des leviers individuels et donner envie aux gens de faire du vélo. Là, c'était un peu pour parler de la place des femmes, un peu en conclusion. Alors cette photo, elle est connue. C'est une jeune femme qui s'appelle Marina Jaber, qui est artiste et qui est irakienne et qui, après un voyage à Londres, a redécouvert le vélo et s'est persuadée que les femmes ne pédalent pas. C'est pas du tout interdit en Irak de ne pas pédaler. Et elle a commencé à... Donc ça, c'était un post qu'elle a fait sur Instagram avec les hommes qui regardaient cette femme pédaler. Et elle a lancé des balades urbaines pour visibiliser la place des femmes à vélo dans les villes. Et elle disait, le vélo, elle dit... c'était en 2017 l'interview, le vélo n'est qu'un prétexte, une image de tout ce que les tabous nous empêchent de faire. Ce n'est pas pédaler que j'aime, c'est ce que le vélo fait de moi. Avant, par exemple, quand je croisais des hommes dans la rue qui me regardaient mal, je changeais de chemin. Aujourd'hui, j'ai changé. Quand je croise des hommes qui me dévisagent dans la rue ou m'insultent, je les regarde dans les yeux et je leur dis quel est le problème. Du coup, j'ai trouvé la réponse à ma question. Le problème vient de nous et de ce que... j'arrive pas à me relire. Le problème vient de nous et des barrières que nous posons. Ce n'est pas une question de ce que la société nous impose, parce que nous sommes la société. Donc le vélo, voilà, permet aussi de visibiliser notamment les femmes, mais pas que dans l'espace, dans l'espace public. Les femmes qui sont quand même la moitié de l'humanité. Et voilà. Et donc l'autre idée de cette conférence, c'est de se dire, de ne pas rester seul. Il y a plein de collectifs vélos qui existent, qui font ce qu'on appelle des convergences. Des vélorussions, qui sont parfois en mixité choisie, mais pas que. Donc je vous ai mis quelques exemples, et qui permettent aussi de faire pression aussi sur les élus, les collectivités, et de manière, et j'insiste, cyclo-festive, de manière très festive. Donc voilà, et dans tous les milieux périurbains, urbains, rural. Et je voulais juste terminer là, cette fois avec cette phrase de Valérie Masson-Delmotte, parce que je suis environnementaliste, et voilà. C'était dans une interview d'un podcast qui s'appelle Présage. Et elle terminait, donc la journaliste posait question de comment elle faisait quand même. Donc Valérie Masson-Delmotte, du GIEC, et qui est paléoclimatologue, etc. Et qui disait comment elle faisait pour décompresser par rapport à l'actualité environnementale. Et elle disait ceci à la fin du podcast: mon truc à moi, c'est d'aller travailler à vélo et de revenir à vélo.
C'est quelque chose qui m'aide. J'habite un paysage varié, je le vois, je le sens. J'écoute le bruit des oiseaux, des voitures, des autoroutes et je respire les vieux diesels et le reste. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup à mettre un peu de distance entre le travail et la maison, à me dépenser physiquement et aussi avoir un peu de cet état de méditation intéressant qui me permet de repenser aux difficultés de la journée, de se dire comment je vais les aborder par la suite. Et elle conclut, pendant des années, j'ai fait le trajet en voiture en mettant de la musique, ce n'était pas du tout le même effet. Voilà, je vous remercie. On a un petit temps de questions. Bien. Merci Priscilla pour cette conférence très riche, qui fait un grand panorama du vélo. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Oui, bonjour. Donc, moi, je voulais revenir un petit peu sur les aménagements et le lien avec les associations. Parce que je fais partie, on est plusieurs ici à faire partie d'une association qui s'appelle Roule à vélo, qui promeut les mobilités actives dans le sud Grésivaudan. Et donc, ce dont on se rend compte, c'est que quand on va rencontrer les élus, une des premières questions qu'ils nous posent, c'est « Bon, vous êtes combien dans votre association ?» Donc je voulais vraiment encourager les gens à adhérer à ces associations comme Roule à vélo, mais aussi à DTC à Grenoble, Rêve à Valence, parce que c'est vraiment le poids, le nombre d'adhérents qui va créer l'écoute auprès des élus. Et c'est vrai que les aménagements, c'est la première chose qu'il y a besoin de développer si on veut que nos enfants aillent à l'école en vélo en toute sécurité. Et si on veut que les gens aussi se mettent au vélo pour les trajets de moins de 5 km. Donc c'est vrai que dans toutes ces associations, on fait beaucoup de promotion du vélo envers le grand public, avec des événements festifs, ludiques, mais tant qu'il n'y aura pas d'aménagement cyclable de qualité, on ne pourra pas encourager plus les gens à prendre le vélo pour se déplacer. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a le plan national vélo qui est un peu... Bon, les ambitions ont été relevées, mais pas à la hauteur des enjeux. Mais voilà, pour massifier un peu ces infrastructures, on est d'accord, hein, on n'envoie pas les gens sur des corches, donc c'est vraiment un tout. Et pour rebondir, alors en fait, c'est un ami d'un collectif vélo, Digna Vélo, qui me disait cette anecdote, je n'ai pas vérifié, et il me disait que sur la ville de Montpellier, c'est pour répondre à ce que vous disiez sur l'importance du collectif, il disait que le maire de Montpellier, je ne sais plus si c'était avant ou après le Covid, il aurait dit en réunion, je ne vais pas faire des aménagements pour 1 ou 2 cyclistes, et donc suite à ça, tous les gens se sont relayés pour dire je suis l'un des deux. Alors je ne sais pas s'il y a eu un tweet ou quoi, mais il y a eu tellement de mails et de choses je suis l'un des deux que le maire a fini par faire une politique cyclable. Et effectivement, je pense que l'effet masse, il est hyper important. Tout à fait. Ouais. Est-ce que... Oui, madame. Ah non. Oui, monsieur. Je veux dire juste, enfin moi je fais une toute petite pub pour, enfin moi je suis en vélo couché. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça et c'est dommage parce que, enfin à Grenoble il y en a un petit peu quand même de temps en temps. Et c'est voilà, j'encourage les gens à essayer ça parce que c'est une autre façon de faire du vélo. C'est très très agréable. On a plus l'impression de faire du kayak que du vélo. C'est tout à fait une autre façon. Moi, je suis à Grenoble, je suis tous les jours à Grenoble, je suis en pleine ville avec, tout le temps, depuis 15 ans. Et voilà, j'allais au boulot avec avant. Et voilà, j'encourage les gens à essayer ça, c'est vraiment très bien. Et c'est meilleur sur beaucoup de plans au niveau de la santé que la position du vélo classique. Mais enfin bon, s'il y en a qui s'intéressent, on peut toujours en parler. Merci. Alors moi, j'avoue, je n'ai jamais fait de vélo couché. Bon, voilà. Mais alors, j'avais interviewé notamment Jérôme Favre, que certains connaissent peut-être pas de nom, mais c'est l'artiste qui fait pas mal de fresques à Grenoble, le long de l'Estacade, en fait, et du coup, il travaille beaucoup pour la SNCF et sur les transports, et donc il y a toujours des petits vélos, et donc c'est lui qui avait fait l'ancienne fresque du petit vélo dans la tête. Mais je dis ça, il n'est pas qu'à Grenoble, hein, il a fait dans les Alpes, il peint plein de choses, en fait. Et donc lui, il a un vélo couché, suivant ses chantiers. Sinon, il a une randonneuse et il a son matériel de chantier, enfin, il s'ébrouille. Mais ce que j'ai compris, c'est que ça allait très vite sur du plat, mais qu'on ramait quand même dans les montées et que c'était peut-être un peu moins manœuvrable en ville. Mais voilà, moi, je n'ai pas testé. Alors, dans les montées, je peux dire que moi, je ne suis pas un super sportif, mais il y a plein de gens qui font les grands critériums, la marmotte et compagnie, qui sont en vélo couché, il y en a plein.
On parle pas de grand sportif, là, on parle de la mobilité de tous les jours. Oui, d'accord. Non, mais c'est parce que vous aviez parlé de ça. Après, au niveau de la maniabilité, je pense qu'il n'y a vraiment aucun problème en ville pour en faire. Il n'y a vraiment aucun problème. On ne peut pas tourner dans un mouchoir de poche, on ne pourrait pas faire un demi-tour entre les chaises sans lâcher le guidon, enfin sans mettre le pied par terre, mais même, c'est pas du tout gênant. Par contre, il reste la question du stationnement et dans les trains. Alors ça, c'est un problème, et malheureusement, c'est pas bien fait. Alors, en fait, ça pourrait être très simple. Il y a juste un petit bout en plus il y a le même écart entre les routes pour la majorité des vélos que sur un vélo normal. Il y a un petit bout en plus qui peut très facilement être mis en haut. C'est juste que c'est mal fait, quoi. Pour moi. Bon, j'essaierai alors. Si je vous le dis parce que au cas où vous faites la promotion, je suis pas le seul à penser ça. Je sais qu'il y a eu une réunion il y a 2 ans, je crois, à Grenoble. On est parti du parc Paul Mistral. On a fait un tour en ville pour essayer de montrer aux gens que des vélos couchés, pour essayer de montrer ça aux gens. Mais bon, voilà. Il y a tout un historique aussi par ailleurs sur le vélo couché. Qui a été interdit pour des raisons purement financières dans le Tour de France et tout ça, alors qu'en fait, tous les records de vitesse sont tous en vélo couché, bien sûr. Là, on ne parlait pas trop de vitesse non plus. Il faut ralentir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, moi, j'ai eu à m'intéresser, à faire des recherches sur la possibilité d'avoir des assistances, notamment en cyclotourisme, en cas de panne, comme cela existe pour les véhicules. Si on est en panne, on peut appeler une assistance. Est-ce que pour des vélos, ça existe quand on fait des longs trajets, qu'on n'a pas de plan B, pas de véhicule à côté pour rentrer chez soi, etc. Sur le vélo assistance électrique ? Non, pas du tout. Une grosse panne sur un vélo. Alors, bon, déjà, si on a un vélo en location, le loueur y vient, que ce soit pour la location longue durée, par exemple, dans une ville, ça dépend. Ou moi, j'ai vu des loueurs, des fois, qui, d'ailleurs, mettent, c'est un peu litigieux, mais qui mettent des trackers aussi pour savoir où les gens vont, s'il y a un besoin. Après, moi, je dirais, le plus basique, c'est que quand on part en vélo, quand on a une galère, il y a toujours quelqu'un pour vous aider. Je sais pas, moi j'ai crevé toute seule en plein d'endroits, il y a toujours quelqu'un qui s'arrête, il y a une solidarité à vélo incroyable. Et donc ça c'est... Voilà, après on peut faire du stop pour mettre le vélo, il y a quelqu'un qui va s'arrêter aussi pour vous mettre le vélo là, vous aider à réparer. Donc ça il faut vraiment partir sans souci. Après dans les labels accueil vélo, qui ont été développés aussi dans le sud, dans le Luberon notamment, mais qui est un cahier des charges national. Il y a le fait que, déjà, il y a une vélo-taxi pour les gens qui ne veulent pas porter leur bagage, mais le fait que vous allez aller chez des gens qui savent réparer les vélos, qui ont du matériel, donc ils peuvent venir des fois si vous savez où vous allez vous arrêter. Après, moi je vois, j'ai interviewé pas mal de gens qui font des tours du monde à vélo, et des gens qui disent en gros, soit on achète un vélo, je sais pas, au moins à l'époque c'était 1 500 €, on n'a pas de problème. C'est possible, j'ai vu une famille partie à Madagascar, aucune crevaison, sur des pistes avec des enfants. Et en fait, plus on part, j'allais dire, à petit budget, en fait, plus on va avoir de galères, mais les galères, ça fait rencontrer du monde. Donc voilà, il y a ça. Mais je pense que maintenant, qu'avec le vélo qui se développe, les tours opérateurs, tout ça, l'assistance doit être prévue, en fait, quand on loue les vélos. Moi, je sais que ça m'est arrivé d'en louer, et la personne m'a dit qu'il y a un souci, j'appelais, ou on a quitté anti-crevaison, mais franchement, à l'heure actuelle, la solidarité, ça marche à fond. Est-ce que j'ai répondu du coup à votre question ? Alors, à moitié, donc ça, c'est des choses que effectivement je conçois, mais c'était plus dans l'idée de partir seul avec son propre vélo, donc avec aucune structure, et dans l'angoisse de tomber en panne et de ne pas avoir de solution sur une panne grave, loin de tout. Oui, la réponse à est-ce qu'il existe une assistance, une assurance qui peut-être, je sais pas. J'en ai pas trouvé. Donc peut-être, je pense que ça devrait se développer. Quand vous êtes tout seul, sans voyager, etc. Non, mais je pense que la meilleure assurance après, c'est d'aller se former dans un atelier vélo pour se sécuriser un peu. Moi, je sais que par exemple, je sais changer, je sais pas, j'apprends, mais je sais un peu changer ma chambre à air, mais je le fais tellement de fois que si ça m'arrive, franchement, je sais que je vais pas être efficace. Mais voilà, après, il y a toujours quelqu'un qui s'arrête. C'est ça, en fait. Je pense que le vélo, c'est aussi l'assurance que
il y a la solidarité, c'est pas évident d'avoir, mais déjà de se rassurer en allant dans les ateliers, je pense que c'est la meilleure assurance qu'on puisse avoir. Après, s'il y a des assurances aujourd'hui qui se mettent en place pour les individuels, c'est une bonne question. Je sais qu'il y a des choses qui se mettent en place maintenant pour le vol de vélo, parce qu'avant, on avait des remboursements que si on se faisait voler son vélo dans son espace, dans sa copropriété, mais avec le développement du vélo, ça va peut-être se développer. Mais pour l'aspect assurantiel pur et dur, je vous avoue que je n'ai pas la réponse à votre question, mais je vais m'enseigner. Merci. Vous pouvez poser la question au stand Vélo à Vélo. Donc, c'est une association qui promeut justement les voyages à vélo à partir du domicile. Donc, sans utiliser même le train, même la voiture. Donc, on part de chez soi et on fait tout à vélo. Donc, c'est Catherine Bonne qui est sur le stand de Vélo à Vélo et qui s'occupe de cette association. Et elle, je sais qu'elle saura répondre à la question parce que c'est des choses qui sont déjà arrivées et pour lesquelles elle s'est déjà renseignée. Voilà. Ok. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques ? Moi, je me demandais si vous connaissiez le système G-Boost dont j'ai entendu parler à Grenoble et que je trouve intéressant parce qu'il y a maintenant beaucoup de développement de vélos à assistance électrique et qui sont très bien, mais souvent, en fait, les gens qui sont des cyclistes, ils vont avoir un vélo pour la pratique un peu cycliste, sportive, et puis un vélo électrique pour des déplacements s'ils ont besoin. Et je trouve que ce système qui a été développé par des ingénieurs à Grenoble est intéressant. C'est un moteur qui fait un petit peu moins d'1 kilo et qui se met visiblement sur n'importe quel type de vélo qui fasse n'importe quelle taille et qui permet donc de transformer un vélo musculaire, comme on dit, en un vélo électrique. C'est des manips assez simples, visiblement, ça met moins de 10 minutes. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, je ne connais pas, c'est très intéressant. Mais j'avais rencontré à Valence, à un festival du voyage à vélo, je crois que c'est Rêve, l'association qui promeut le vélo à Valence. Et dans leurs ateliers, je sais qu'ils font des ateliers pour apprendre aux gens à transformer leur vélo en vélo électrique, mais ce n'est pas le système que vous décrivez, que je ne connais pas. Mais j'irai voir parce que ça a l'air très intéressant, effectivement. Oui, c'est un système qui est relativement onéreux, hein, qui coûte près de 1 000 €. Mais en fait, pour des amoureux du vélo qui aiment avoir la sensation d'avoir un vélo léger, maniable par moment, et puis qui ont la crainte le vélo électrique, son défaut quand même, quand il tombe en panne, il est lourd. Quand la batterie est terminée, c'est très lourd, et là, on se retrouve embêté. Et là, il m'a semblé que c'était intéressant, quoi, mais je connais personne qui l'utilise en vrai. Moi non plus, mais je me renseignerai, ouais. Personne qui électrifie leur vélo. Attendez, il vaut mieux parler dans le micro parce qu'en fait, oui, ça je ne vous l'ai pas dit, ceux qui souhaiteraient réécouter cette conférence ou la faire écouter à des amis peuvent la consulter. Les informations seront sur le site d'Espace Naturel Isère, Espace Nature Isère, dans une quinzaine de jours et vous pouvez les retrouver sur YouTube. Oui, c'était juste pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui électrifient eux-mêmes leur propre vélo. Il y a des kits qui se vendent sur Internet. Celui-là, je ne le connais pas en particulier. Nous, dans l'association en particulier, il y a des ateliers participatifs qui se mettent en place pour apprendre aux gens, les accompagner avec ceux qui ont déjà fait pour électrifier leur vélo. Donc, c'est beaucoup de choses qui se font de plus en plus. Moi, j'avais quand même une dernière question. C'est vrai que quand on voit tous les atouts du vélo, que ce soit au niveau écologie, santé, au niveau aussi porte-monnaie, à un moment, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus nombreux que ça à faire du vélo ? Et donc, je sais pas, est-ce que vous avez des réponses par rapport à ça ? Moi, je pense qu'il y a beaucoup le poids un peu de l'image. On est encore, peut-être pas ici, mais dans beaucoup d'agglomérations sur une image de vélo bobo ou vélo sportif. Le vélo, encore pour tout le monde, c'est pas encore là. Et puis beaucoup aussi la question de la publicité. Moi, je pense que c'est beaucoup dans les esprits qu'il va falloir agir maintenant. Peut-être, il y avait un moment avec le plan, la conférence, comment ça s'appelait ? Il était question à un moment de supprimer les publicités pour les SUV, mais je crois que ça n'a même pas été le cas. Mais c'est vrai que toutes les publicités pour les voitures, est-ce que c'est pas ça, au bout d'un moment, qui fait que la réussite, c'est d'avoir une belle voiture ? Donc, voilà, oui, précisément, je crois que c'est tout ce que vous avez dit. Et il y avait un rapport du Shift Project sur les mobilités qui disait qu'il fallait déconstruire le système voiture, qui a été construit à force de lobby, puisqu'effectivement, quand on regarde les publicités des voitures qui sont interdites dans certains endroits, je crois, enfin, il y a tout un imaginaire autour de l'environnement qui est fou.
Enfin, je veux dire, quand on voit les pubs de voitures, on se dit waouh, enfin, alors que c'est complètement faux. Et je pense qu'il faut effectivement développer ce qu'on appelle les nouveaux récits, les nouveaux imaginaires liés au vélo, avec le fait qu'effectivement, ça devient, ou c'est un marqueur social. Alors, il y a l'image du vélo en ville, vélo bobo. Alors, j'aime pas ce mot bobo parce que sociologiquement, ça veut rien dire, mais c'est un peu une image de CSP+, on va dire, à vélo, versus en campagne, l'image du vélo, ça fait pas ringard, mais voilà, ça se fait pas de faire du vélo, quoi, c'est pas non plus. Donc je pense qu'il y a effectivement, et la meilleure raison, c'est effectivement de visibiliser des gens à vélo et de l'essayer, parce que je vois des maires qui étaient très réticents post-Covid, qui ont testé le vélo, se sont dit en fait c'est super. Il y a tous ces a priori, donc je les ai peut-être parlé vite, mais si vous avez Cycling Fallacies sur le site, vous avez un peu comment répondre à ces a priori. Non, mais on va pas arriver, on va être tout transpirant. Non, mais on va pas faire du vélo, il fait froid. Non, enfin, voilà. Et donc, comment on répond à ça? Et je pense que c'est un travail un peu tous les jours, mais de visibiliser ou faire ce que vous faites dans les associations, ça c'est assez formidable en fait. Moi, je sais que modestement, j'ai mis des amis au vélo, mais juste dans des endroits hyper sécures, hein, et ben, ça change le quotidien en fait. Et moi, c'est d'avoir vu des gens, des femmes à vélo, tout ça, quand j'avais très peur d'en faire, qui me suis dit waouh, ça a l'air chouette. Très bien. Madame, vous voulez présenter l'association qu'elle représente. Ça sera assez rapide et puis on laissera... Ah, c'est Espace Nature Isère, pardon. J'avais pas compris. Je crois que c'était une association qui promouvait le vélo plus spécifiquement. Mais donc, vous êtes une bénévole d'Espace Nature Isère et je vous laisse la parole. Merci. Pour rebondir, comme on dit, sur ce qui vient d'être dit, dans l'Europe du Nord, en Allemagne, aux Pays-Bas, etc., on fait énormément plus de boulot qu'en France, énormément plus de vélo qu'en France. Donc, ce n'est pas du tout un combat perdu. Mais il faut dire qu'il y a aussi énormément plus d'infrastructures dédiées au vélo. Parking, pistes cyclables, etc. Bon. Alors, moi, j'adore le vélo, mais c'est un autre sujet dont je voulais vous parler. Donc, je suis bénévole à l'association Espace Nature Isère qui organise le festival, comme vous le savez. Mais nous faisons aussi beaucoup d'autres choses. Le festival, c'est en quelque sorte notre vitrine, une façon de se faire connaître. Nous faisons aussi de la veille écologique, de l'entretien des espaces écologiques, beaucoup d'animations auprès des enfants ou des adultes. Nous avons aussi un jardin pédagogique à Notre-Dame-de-Lausier, etc., etc. Donc tout ça pour vous dire que nous avons besoin d'adhérents. Si cela vous intéresse d'adhérer, soit vous le faites tout de suite auprès de moi, soit au stand juste en face qui s'appelle Espace Nature Isère. Et en fait, cela ne vous coûte rien. Je vous explique pourquoi. C'est 18 € l'adhésion individuelle. Vous avez 66% de rabais d'impôt. Donc il reste 6 €. Et comme première adhésion, nous vous offrons un verre, une boisson et un ticket de tombola. Voilà. Et nous avons besoin d'adhérents aussi, non seulement pour faire des choses si ça vous intéresse, mais aussi pour avoir plus de poids auprès des institutionnels dont nous avons besoin, bien sûr, pour trouver des financements. Le festival, par exemple, ça coûte cher. Il faut rémunérer les intervenants, payer leur voyage, etc., etc. Nous avons 3 salariés à l'association quand même. Merci de votre écoute, de votre présence. Merci à vous. Et juste pour terminer, si vous souhaitez continuer les échanges avec Priscilla Parard, elle va aller sur le stand de Terre Vivante, qui est juste en face de la salle, où elle va dédicacer son livre « Réenchantons le vélo ». Donc voilà, vous pouvez avoir des échanges complémentaires avec notre conférencière, que je remercie pour ce temps d'échange et d'écoute. Merci.